Je vais laisser la parole à Claude Claude Ruffat, décidément j'ai un problème avec les noms propres, avec Claude Ruffat, donc, qui est député européen, et je sais qu'il est aussi l'ancien patron de Biocop, donc il a aussi une expérience dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, mais là il intervient en tant que député européen pour savoir si ce combat national, on peut aussi le porter au niveau européen. Oui, merci. Mais bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est un petit peu compliqué d'arriver dans le débat juste à la fin, comme c'est le cas là, mais voilà, le TGV, 2h30 de retard, donc ça fait ça. Mais j'ai le plaisir d'être là, et c'est le plus important, et de parler d'un sujet qui me passionne depuis si longtemps, donc c'est le plus important aussi. Moi, ce que je voulais dire déjà en démarrant, c'est que l'économie sociale ne doit pas être réservée à une question de statut d'entreprise. C'est vrai qu'on l'a longtemps enfermé là-dedans, mais je pense qu'au XXIe siècle, en fait, on doit sortir de ça. Et Dieu sait si les statuts d'entreprise ont fait leur chemin, et elles ont fait le succès de l'ESS. Il faut quand même le dire au passage. L'économie du XXe siècle s'est basée là-dessus, et les grands succès économiques, en France notamment, sont autour des grandes coopératives dans tous les domaines d'activité. Donc, c'est pas une critique, c'est juste de dire que maintenant, il faut faire un pas de plus, il faut avancer plus loin, et l'économie sociale doit concerner toutes les entreprises, et on doit rentrer dans toutes les entreprises avec l'économie sociale. Et quand je dis ça, je pense entre autres à un grand sujet qui est important pour moi, c'est la place des salariés dans l'entreprise, j'y reviendrai, la gestion du capital, et où on loge le capital et le portage du capital. Toutes les questions de transmission, je m'y suis tellement confronté que ça, pour moi, c'est un sujet important. Le rôle de l'entreprise dans son environnement, les entreprises à mission, etc. Il y a eu du débat avec la loi de 2018. On n'est pas allé assez loin, elle n'était pas assez, ça va pas assez, mais il y a déjà quelque chose. Autant de questions qui évoluent dans un monde où la question de ma contribution au travail demande de plus en plus de sens et de valeur. Donc forcément, ça interroge toutes ces questions-là. Alors le rôle de l'Europe, je vais commencer par là et puis je vais arriver sur d'autres sujets après. Au niveau européen, il y a quoi? Il y a l'intergroupe économie sociale et solidaire. C'est un intergroupe multi-partis politiques, qui a tous les partis politiques dedans ou presque. Son rôle, en gros, c'est de faire pression avec des dossiers qu'on amène sur la table, de faire pression sur les décideurs, donc sur la Commission. Travailler avec le Parlement, c'est des parlementaires qui sont dedans. Je suis co-président de cet intergroupe et je compte faire avancer quelques dossiers de ce côté-là. La Commission européenne, l'ESS, c'est pas son royaume, hein, loin s'en faut. Donc on est sur un plan d'action qui a été publié en 2021 qui dit quoi? Qui dit trois choses. Créer les conditions propices à l'essor de l'économie sociale et solidaire. C'est déjà pas rien, ça ne nous engage pas beaucoup, mais c'est déjà pas rien, il y a ça. Le deuxième point, c'est ouvrir aux organisations de l'économie sociale et solidaire des possibilités pour les créations d'entreprises, le démarrage, la reprise, etc. Donc là, on est dans quelque chose il y a une volonté d'aller dans ce sens-là. Bon, ça passe quand même par un budget de 2,5 milliards, qui était le budget 2014-2020. Et le prochain sera au moins aussi important ou un peu plus. Bon, on a quelques lignes pour aller sur le développement. Bon, à l'échelle européenne, ça va pas loin, 2,5 milliards, mais bon, il y a quand même ça. Et puis le troisième point, c'est veiller à ce que l'économie sociale et son potentiel soient reconnus. Donc ça veut dire un certain nombre de choses et on va pouvoir le retrouver dans des dossiers qu'on traite au niveau du Parlement européen. Alors, au niveau du Parlement, moi, je vais aborder 3-4 sujets qui sont d'actualité et qui me paraissent importants pour fonder l'ESS. Le devoir de vigilance des entreprises, quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. C'est un sujet qui est vraiment très concrètement en débat dans différentes commissions européennes en ce moment et qui, pour moi, est important parce que on va travailler sur le comportement des entreprises. Ils ne pourront plus, une fois qu'on aura cadré les choses, se comporter comme ils se comportent aujourd'hui, c'est-à-dire comme des simples et vulgaires prédateurs éhontés dans l'ensemble de l'économie mondiale. Donc qu'on revienne là-dessus. Un impact qui est évidemment considérable pour atteindre les objectifs du développement durable dans la définition des Nations Unies. L'extrême pauvreté et la violation des droits sont toujours présents dans de nombreuses chaînes d'approvisionnement mondiales. Et j'ai fait une mission au Brésil début juillet où là, on a froid dans le dos parce que c'est franchement terrible de voir ce qu'on fait à la forêt amazonienne, ce qu'on fait au peuple autochtone et ce qu'on fait à l'économie brésilienne tout court avec les méthodes qui sont employées. Franchement, c'est vraiment inquiétant. Et pour inverser cette tendance, eh bien, il faut que les entreprises soient évidemment responsables de leur comportement, mais jusqu'au bout. Et il faut aller assez loin. Donc, il y a eu toute l'étape un petit peu volontaire des entreprises, celle de l'ESS, entre autres, en France, en Europe et à travers le monde, qui ont fait un travail, et Dieu sait s'il y en a,
Mais évidemment, ce n'est pas suffisant, ça n'a pas pris assez de dimension. Et si on veut justement passer à une échelle transformationnelle, à grande échelle, des chaînes d'approvisionnement équitables et durables dans le monde, maintenant, il faut passer par une étape législative obligatoire. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on pousse des clés et il faut qu'on pousse des cadres. Donc l'objectif, c'est la création de valeur durable à long terme, la durabilité dans les activités et les chaînes de valeur. Alors, pour ça, il y a aussi encourager. Alors ça, c'est le premier sujet. Et on travaille dessus. J'espère qu'on va aboutir. Alors, juste pour l'anecdote, que vous sachiez, mais ça, vous le savez peut-être déjà, le Parlement européen, c'est 70% de droite et d'extrême droite. Donc, quand on va sur l'économie sociale et solidaire, on ne passe pas les marches très vite. Ça, vous avez vite compris que ça prend du temps. Alors là, pour l'anecdote, le PPE au Parlement européen, ce qui est les LR chez nous, ils ont posé un amendement pour éjecter purement et simplement le dossier. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Bon, ça vous donne le ton, ça vous donne l'ambiance. Ils n'ont pas gagné, ils ont perdu, donc on va aller plus loin. Mais c'est juste pour dire un peu l'ambiance. Après, il y a la question de l'encouragement des investissements verts et de long terme. Alors ça, c'est pour moi aussi une autre clé qui est importante, c'est pour ça que j'en parle là. Alors, on a eu tout le travail de la définition des investissements verts, c'est quoi? Et dans la taxonomie, on en a parlé plus. Et les Verts n'ont pas gagné toutes les batailles qu'ils ont menées là-dedans, puisque Macron a réussi à faire quelques copains en Europe pour faire passer le nucléaire comme des investissements verts, et du coup qui seront dans le système de financement. Bon, ça, on mène beaucoup de batailles, on les gagne pas toutes. Et puis après, il y avait aussi dans le plan de relance post-Covid, où il a été énormément question d'aide aux entreprises et des grandes entreprises. Et nous, on s'est beaucoup battu pour que ces aides soient à condition de, et notamment qu'elles remplissent un certain nombre de conditions qui vont vers la transition écologique, etc. Après, il y a toute la question aussi des plus petites entreprises et des prêts et des investissements à long terme. Là, le sujet, c'est comment on trouve des solutions à inventer, qui n'existent pas aujourd'hui, pour permettre à des gens qui n'ont pas de gros moyens financiers, je pense notamment aux salariés des entreprises dans les cas de reprise, mais à tous ceux qui veulent monter une entreprise. Aujourd'hui, on s'adresse aux banques, et les banques, elles ont la pression pour prendre zéro risque. Et ça ne marche pas dans la création d'entreprises. Donc là, il faut qu'on arrive à donner les clés à la BEI, à la BPI, etc., pour faire du financement direct aux entreprises, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, pour avoir un développement différent de l'entrepreneuriat sur les territoires et d'aider au développement de ce modèle d'entreprise-là. Et pourquoi je parle des PME particulièrement? Parce que les PME, c'est 80% de l'emploi sur les territoires, sur tout le territoire européen, que c'est le tissu économique européen, que c'est la durabilité, que c'est la souveraineté de tous les domaines dont on peut parler, de l'énergie, on peut parler de l'alimentaire, on peut parler de tout un tas de trucs. Pour moi, toutes ces clés résident sur la répartition des entreprises sur les territoires et surtout pas dans la concentration et dans les mains des multinationales. Donc ça, c'est un sujet de ces financements qui sont importants. Après, il y a la fiscalité verte. Alors la fiscalité en macroéconomie, c'est la clé pour répartir la richesse et permettre à l'ensemble des organes de la société d'être irrigués. Donc, il n'y a pas 50. Alors aujourd'hui, on travaille à un allègement de la fiscalité sur le travail pour aller vers un alourdissement de la fiscalité sur les multinationales et avec les super profits, je sais si c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, sur les grandes entreprises, sur le capital et sur la richesse. Donc là, il y a Et pourquoi on raisonne comme ça? Parce qu'on n'a jamais eu une situation telle qu'on la constate aujourd'hui, dans cette densité-là, où la richesse est aussi importante et qu'elle est aussi peu taxée. Elle échappe à la taxation sur la planète d'une manière importante. Je pense entre autres à toute la question des paradis fiscaux et de tout le montage qui est autour pour faire en sorte que les grandes richesses échappent à la fiscalité et dépouillent les territoires de ressources. Parce que c'est de ça dont on parle en réalité. Tous ceux qui ne payent pas leur juste part d'impôts quelque part, c'est qu'ils prennent de la richesse sur les territoires, aux gens et aux économies. Et là, on a des bagarres qui sont infernales. Moi, j'ai déjà eu des missions, parce que je suis dans la commission fiscalité au Parlement, des missions, que ce soit en Suisse auprès des banques, que ce soit en Irlande, que ce soit, etc. Mais c'est hallucinant de voir comment ça se passe et de voir leur certitude de bon droit à faire ce qu'ils font. Franchement, on n'a plus envie de rester député européen quand on voit ça. C'est vraiment trop dur. Donc l'objectif d'européaniser la question fiscale, pour moi, c'est pour avoir plus de justice fiscale. Alors, pourquoi je dis européaniser? Parce que la fiscalité, ça relève des États, c'est pas de la compétence européenne. Et ils y sont attachés, mais alors, comme à la prunelle de leurs yeux, parce que c'est là qu'ils existent, en fait. Donc, et puis c'est là qu'on tire aussi les ficelles individuellement dans l'Union européenne. Moi, j'ai été frappé dans le plan post-Covid de voir comment
les États se sont comportés face au budget qu'on était en train de répartir avec les 750 milliards. Franchement, on se dit, mais elle est où l'union? Chacun a tiré son morceau de gras, quoi, hein. Franchement, puis pas dans la dentelle. Pourquoi ils ont pu le faire? Parce que la fiscalité, ça se décide qu'à l'unanimité. Donc, si le Luxembourg dit « je ne suis pas d'accord », tu as toute l'Europe qui est bloquée. Si Malte dit « je ne suis pas d'accord », tu as toute l'Europe qui est bloquée. Or, si la France ou l'Allemagne, c'est encore pire, etc. etc. Donc, et ça, ils ne veulent pas le remettre en cause, alors que les outils législatifs européens existent pour le remettre en cause. On pourrait faire autrement, mais bon. Donc nous, ça nous paraît important et on se bagarre. Pourquoi? Parce que c'est plus de justice fiscale, encore une fois, on répartit la richesse, c'est lutter contre les paradis fiscaux, c'est empêcher la prédation éhontée des richesses par les milliardaires via les multinationales, et ça prend des proportions, et on le voit avec la crise, on l'a vu avec la crise du Covid, et on le voit avec la guerre, mais c'est franchement, ça prend des dimensions qui sont surnaturelles. Là, aujourd'hui, quand vous voyez que Total fait 47 milliards de bénéfices supplémentaires en 6 mois, quand vous voyez qu'ils ont redistribué, que les 10 premières multinationales ont redistribué plus de 150 milliards de dividendes aux actionnaires sur l'année écoulée, l'année écoulée en glissant, hein, c'est-à-dire en prenant le premier semestre de 2022, etc. Enfin, ça prend des proportions. On n'a jamais connu ces chiffres-là. On n'a jamais connu une telle captation. Et puis, on a aussi évidemment un appauvrissement de la population, mais moi je dis aussi un appauvrissement des collectivités locales qui manquent de budget. Et là, ils se font voler leur argent par ces systèmes-là. Et je mets dedans les collectivités locales, les collectivités régionales, et puis aussi l'État, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça prend des fonds aux États. Alors, les autres sujets, là je sors des sujets européens pour aller sur les sujets qui ne sont pour moi pas travaillés aujourd'hui, mais qui sont majeurs dans l'approche de l'ESS. Le sens de l'entreprise et le sens d'entreprendre. Ça, il faut le réinterroger, vous l'avez dit dans la conclusion, mais pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Je le dis avec d'autres mots, le rôle et la place des collaborateurs dans l'entreprise. Bon, il y a à quoi va servir la production, et je l'entends sous l'angle gaspillage, surconsommation, utilité. Quand on a un monde où les ressources sont finies et que pour certaines on en voit bientôt la fin, c'est une question pour moi qui se pose. Il y a la question de l'économie circulaire là-dedans. Pour qui on travaille? Du local ou de l'exportation, parce que ça, pour ça, interroge énormément. Moi, qui connais plus l'agriculture, etc., quand on voit aujourd'hui que, je vais prendre un sujet qui est d'actualité, les pommes de terre, puisqu'on a eu une mauvaise récolte cette année, il n'y a que 17% de la production de pommes de terre en Europe qui sert à l'alimentation des humains, hein. Tout le reste, ça part, c'est de l'exportation, etc. Et en France, c'est pareil, hein. Donc, il y a des choses comme ça qui sont surprenantes. Le sens du partage et quelle l'adhésion sociale à l'entreprise, et puis le coût environnemental de l'entreprise. Je parle de coût environnemental hors social, mais je parle de du prélèvement des richesses, etc. Plus de participation des salariés au capital de l'entreprise. Pour moi, ça, c'est un élément de l'ESS et on doit revenir dans toutes les entreprises sur ce sujet-là maintenant. Alors, si on le prend en macroéconomie, les salariés, ils ont moins de 3% des parts sociales des entreprises du CAC 40. C'est beaucoup trop faible, évidemment. Et ce n'est pas comme ça qu'ils ont un regard sur les entreprises et un quelconque pouvoir de décision, notamment sur la stratégie de ces entreprises. En comparaison, vous avez la famille Arnault, LVMH, qui détient à elle seule 4% des actions du CAC 40, plus que les salariés, à une famille. Donc ça, on voit bien les gros déséquilibres. Vous avez une autre famille, moi que je regarde d'un peu près, parce que c'est ceux qui font les céréales en agroalimentaire, c'est Cargill, qui fait le stockage des céréales, etc., qui fait une spéculation effrénée en ce moment, qui garde les céréales pour que les prix montent et affame la population, parce que vous savez qu'en alimentaire, en ce moment, on n'a pas de problème de volume. On a à manger, hein, si on veut. Le problème, c'est d'accès, parce qu'il y a de la spéculation sur le truc. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas interdiction de spéculer sur les matières premières alimentaires. Cargill, eux, ils ont 88% des actions de cette multinationale sont familiales. Avec la richesse qu'ils engendrent en ce moment, ils créent dans la famille un milliardaire par semaine depuis 2 ans. C'est énorme. On n'a jamais vu des choses. Je dis ça pour montrer à quel point ça a pris des proportions qui sont devenues insoutenables. Donc on doit encourager la participation aux actions des salariés dans le capital des entreprises, mais il faut leur en donner les moyens. Et là, il y a des nouveaux outils à trouver. Il faut repenser le management au cœur des entreprises. Et là, je pense à la participation des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. En France, on est très très peu avancé là-dessus. Dans les pays du nord de l'Europe, beaucoup plus. Les grandes entreprises ont obligation d'avoir 50% des sièges des conseils d'administration tenus par des salariés dans les très grandes entreprises. Là, c'est un pas qui est évidemment majeur et c'est important.
Et évidemment, ça veut dire dialogue social, ça veut dire implication, responsabilité, reconnaissance, épanouissement, vous l'avez dit, hein, on prend les mêmes mots pour dire ces choses-là. Il faut repenser le modèle de financement des entreprises avec les prêts à long terme, je l'ai évoqué tout à l'heure. Un autre point dont on ne parle pas souvent, c'est la comptabilité des entreprises. Aujourd'hui, la comptabilité des entreprises, elle n'est que financière et la richesse des entreprises, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, la partie financière, ça n'est qu'une partie, voire petite partie de la richesse des entreprises. Il faut maintenant qu'on invente, alors certains ont déjà fait des tests, hein, on a entendu parler de la comptabilité universelle, etc. Il faut qu'on réinvente un système qui totalise l'ensemble des valeurs positives que l'entreprise crée. Et dans les valeurs positives, moi je mets toute la partie sociale, sociétale, environnementale, biodiversité, captation du carbone, pour prendre d'autres encore exemples, bonheur de vivre, qualité de l'air, qualité de l'eau, fertilité des sols, dans tous les domaines dans lesquels on peut travailler. Ça devrait faire partie d'un bilan des entreprises parce que du coup, c'est de la création de richesse sur les territoires. Évidemment, au passif du bilan, il y aura les externalités négatives. Et ça, il est grand temps d'en parler parce qu'il y en a un peu marre que les entreprises prélèvent de la richesse et que la collectivité dépollue autour d'elles quand elles sont passées, etc., etc. Donc ça, c'est pas très juste non plus. Et redéfinir la finalité des entreprises, intérêt privé, intérêt profit, milliardaire, multinational, paradis fiscaux. Bon, ça, c'est une version. Après, en face, il y a intérêt général, environnement, climat, biodiversité, justice fiscale, richesse partagée. Évidemment, c'est une autre version. L'ESS a montré le chemin. Je pense qu'on peut aller très vite sur ce chemin-là. Et la transmission des entreprises, qui pour moi est aussi à prendre en compte. Et moi, je m'y suis beaucoup frotté quand j'étais à la tête de Biocop, parce que quand ça fait 30 ans qu'on produit des filières dans lesquelles vous avez plein de PME qui sont engagées, etc. Et puis que quand la bio commence à monter, que ça intéresse tout le monde, il y a des grosses entreprises qui arrivent, qui les rachètent, et vous voyez les briques qui sortent du mur, des entreprises qui s'en vont. Ça fait 30 ans que vous travaillez sur un truc, et puis il y en a qui sont en train de le démonter malgré vous. Et là, tu te dis, mais comment on va faire pour travailler ce sujet-là? Et là, il y a des solutions, il y a des possibilités. C'est la possibilité des fondations actionnaires. Les fondations actionnaires, ça n'existe pas en France, pas encore dans la législation française. Ça existe en Europe du Nord depuis longtemps. 60% des entreprises cotées du Danemark sont dans des fondations actionnaires. Les capitaux de ces entreprises sont dans les fondations actionnaires. En Allemagne, c'est plus de 40%. Quand on parle du succès de l'économie allemande depuis plus d'un demi-siècle, pour moi, il est là, le succès. Parce que vous savez, les entreprises, en fait, leur capital, en moyenne, en France, j'ai les statistiques françaises, mais en Europe, ça doit être pareil, hein, elle change de main tous les 7 ans. C'est-à-dire que tous les 7 ans, vous créez de la richesse, ensuite il y a vente, donc perte de richesse pour l'entreprise. Celui qui a racheté recrée de la richesse, revente, etc. Tous les 7 ans, on refait les coopératives, c'est linéaire. Donc, elles ont une résilience économique, évidemment, qui est beaucoup plus forte. Et la solution de la fondation actionnaire, c'est de loger le capital dans une fondation qui est créée ad hoc et qui fait que ces actions, elles ne seront plus opérables, plus vendables, etc. Elles sont scellées là définitivement. Et ça fait une solidité pour l'entreprise, que du coup, l'entreprise, même si c'est une entreprise, entre guillemets, classique, elle fonctionne comme une coopérative au niveau de son capital. Donc, on a une richesse qui s'engendre, qui se cumule, etc. Donc, ça, c'est quelques clés qui permettent d'avancer. Je finis par un sujet qui est ma passion en ce moment, c'est le commerce équitable. Le commerce équitable, ça parle peut-être pas à tout le monde, sauf que vous connaissez tous le commerce équitable nord-sud. Mais vous savez peut-être pas que nord-nord, il n'y a rien qui existe. Et si on veut faire mieux avec les producteurs du Sud en faisant un système de commerce plus juste et plus équitable, comme son nom l'indique, on pourrait aussi faire la même chose ici. La France a travaillé dessus, et j'ai beaucoup bossé là-dessus quand j'étais à Biocop. On a légiféré, maintenant on a un texte et ça avance. Résultat, 300 millions d'activités d'économie sociale, de commerce équitable en France en 2018, 1,5 milliard, 3 ans après, une fois que les lois et les textes sont passés. Pourquoi? Parce qu'on a donné confiance aux entreprises et on a donné confiance aux clients. Parce qu'ils savent que derrière, il y a quelque chose qui est cadré et qui est beaucoup plus juste. Il n'y a rien à l'échelon européen. Mon idée maintenant, c'est d'étendre ça à l'échelon européen. Et pour moi, ça, c'est un levier aussi de développement d'une autre économie, évidemment, qui va alimenter l'économie sociale et solidaire. Donc, je vais arrêter là parce que je vois que vous me regardez insidieusement. Et en tout cas,
pour moi, l'ESS, c'est franchement l'économie de demain, c'est la clé de l'économie de demain. Et quand on est face aux grandes questions qu'on connaît, qui sont du climat, de l'environnement, etc., mais aussi d'une place pour tous sur cette planète, je ne vois pas quel autre modèle d'économie peut prendre la place pour pouvoir avancer, gérer et faire que on a une planète qui soit un peu plus habitable pour tout le monde dans les siècles qui viennent. Voilà, merci. Merci Claude.